Aujourd'hui, on a le plaisir immense d'être reçu par une très grande écrivaine québécoise, autrice et historienne, Madame Anne-Marie Sicotte, pour parler de ses livres sur Papineau, Papineau l'incorruptible, en 2 tomes. Et puis, juste avant de parler des livres, je voulais demander à Madame Sicotte de nous parler un peu de son cheminement littéraire, des différents livres qu'elle a écrits, parce que elle en a écrit plusieurs, et c'est très intéressant, autant des romans que des ouvrages historiques. Donc, merci infiniment, Madame Sicotte, de nous recevoir. C'est un grand plaisir. Alors, dites-moi, vous êtes née en 1962 à Montréal et vous avez obtenu un baccalauréat en histoire et en anthropologie en 1984. Et qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture et quel livre après vous avez écrit? En fait, l'écriture était ma première passion, puisque dans ma famille, c'était très porté, on était très dans l'écriture à cause de mon grand-père, Gracien Gélina, qui est d'ailleurs le premier thème de travail pour lequel j'ai écrit un livre. J'ai écrit sa biographie. Ça a été ma première recherche approfondie dans ce domaine-là. Donc, j'avais l'écriture et j'avais le journalisme, c'est ça, et l'histoire en même temps. Et au fil du temps, ces 2 passions-là se sont fusionnées quand j'ai fait sa biographie à mon grand-père Gracien. Et chaque projet m'amène vers d'autres choses. Je me suis rendu compte que j'adorais l'histoire du Québec en particulier. J'étais bonne pour faire des recherches approfondies, mais ensuite organiser la matière, parce que c'est un énorme travail, organiser la matière. Et j'adorais ça. Donc, au fil du temps, j'ai fait plusieurs ouvrages, des essais historiques, jusqu'aux Accoucheuses, qui a été une série de romans. Je me suis lancée j'avais le goût d'aller vers le roman, et ça a été un assez grand succès, donc ça m'a confirmée. Et après ça, chaque projet m'amène vers un autre, et celui des Accoucheuses m'a amené vers les Patriotes. Oui. Les Patriotes avec lesquels j'ai commencé par faire une série de romans. J'étais très curieuse de cette période-là. Je me disais, il me semble qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, qui nous ont été mal expliquées. Comment ça se fait que c'est les Tories qui ont brûlé le Parlement du Canada uni en 1949, qui est une suite immédiate presque des rébellions. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas compris de cette violence-là, qui est toujours restée impunie. La violence que les Tories les ultra-Tories de Montréal et d'ailleurs, ont fait régner au Québec. Et ils n'ont jamais été poursuivis en justice, rien pour ça. Et donc, c'est comme ça que je suis embarquée là-dedans. Mon roman historique, ensuite l'histoire inédite des Patriotes, illustrée en images, parce que j'adore faire des livres d'images. Je trouve que c'est un excellent moyen de rentrer dans l'histoire. C'est comme une vue animée, rentrer dans l'histoire, être accessible aussi à des gens qui ne sont pas nécessairement outillés ou qui n'ont pas le temps, tout simplement, ou la concentration pour lire des œuvres sur des milliers de pages. Et ensuite, finalement, Papineau. Parce que je considérais que c'était le même problème qu'il y avait avec Papineau qu'avec les Patriotes. Une grande méconnaissance et une grande aussi, une espèce de mépris des historiens, de génération d'historiens envers lui. J'étais assez renversée quand je faisais la recherche initiale sur les Patriotes, de voir à quel point cet homme-là, qui est pourtant au centre de la vie publique, qui est manifestement adoré, puis c'est un mot que j'utilise à dessein, adoré par son peuple, qui était un homme simple malgré son érudition, qui était proche du peuple. Donc de voir à quel point il était peu traité dans notre science historique et comme mis de côté, et souvent même calomnié. Alors ça a été mon feu, disons le feu, ce qui a allumé la braise de mon feu d'enquêtrice de l'histoire, et je me suis embarquée dans cette grande recherche sur Papineau. Donc le thème, est-ce que vous pourriez nous dire le thème du livre, là, vous avez un petit peu souligné, c'est de remettre Papineau... C'est une biographie, donc c'est vraiment, j'en ai fait plusieurs biographies, c'est vraiment de raconter sa vie de A à Z, si possible, et peut-être même de moins A à plus Z. Donc, je remonte jusqu'à la conquête du Québec, en 1760. Ensuite, j'arrive à sa vie à lui. Je le place dans sa société, dans sa famille, dans la société qu'il a vu naître, qu'il voit grandir. Et j'essaie de montrer comment il est ancré dans sa société, mais en même temps, comment sa personnalité
est un agent de changement, un facteur, une présence qui fait qu'il s'est investi dans la vie collective, politique, sociale de sa société, et peu à peu comment il construit son implication politique. Et c'est ça que je raconte. Donc sa vie vraiment, et ensuite toute sa vie de politicien, d'homme d'État, jusqu'à sa mort, qui est... En tout cas, là, je vais vite parce qu'il y a quand même 1500 pages entre sa naissance et sa mort. Mais jusqu'à sa mort, on aura le temps de décortiquer, j'assume avec vous, là, mais jusqu'à sa mort, qui est assez intéressante aussi en soi, parce qu'on est en 1871, et une mort très originale, pas sa mort, mais... Oui, une mort très originale et très sage. Il était un homme sage. Et la manière dont il a vécu son agonie, en fait, c'est très beau. Oui, vous pouvez tout de suite nous en glisser un mot de cette agonie? C'est-à-dire que, bon, il est décédé à 84 ans, ou presque, d'un problème de poumon, mais on ne savait pas exactement parce qu'il n'y avait pas de diagnostic très ferme à ce moment-là, mais avec beaucoup de sérénité. Il faut dire qu'il avait eu une vie assez compliquée, assez difficile. Il avait déjà perdu plusieurs enfants, de ses enfants adultes. Donc, il avait accompagné ses enfants, ses fils notamment, et sa fille dans la mort. Il avait vu beaucoup de choses dans l'histoire de son pays. Il avait vu beaucoup de souffrances, de malheurs. Il avait vu le meilleur et le pire. Et déjà, dans sa jeunesse, il avait été séduit par le stoïcisme. Donc, une philosophie... la philosophie de Sénèque, un grec, un romain, je crois, je ne sais plus, en tout cas un des deux, qui avait développé cette philosophie qui est le juste milieu. Donc, ne pas avoir ne pas se laisser aller à des sentiments trop négatifs, de peur trop grande, d'inquiétude, d'angoisse trop grande, qui sont exagérées par rapport à la réalité. Et l'inverse, faire attention aussi aux exaltations trop incroyables. Donc, essayer de garder un équilibre d'être dans sa vie, ce qui l'a beaucoup servi dans toute sa vie parce qu'il a vécu des choses, c'est ça, extrêmement difficiles. Et rendu à sa mort, c'est aussi ça qu'il a mis en action. C'est pas toujours facile de le voir agir comme ça dans la vie. On le comprend en filigrane, mais sa mort est très claire à ce niveau-là. Donc, il croyait en Dieu, une espèce de Dieu imprécis, mais il rejetait l'Église en tant qu'institution, parce que l'Église avait aussi beaucoup fait souffrir les patriotes, l'Église catholique. Donc, il la rejetait, donc il était une espèce d'agnostique, et qui a refusé le rite catholique. Mais en tant que seigneur, c'était un crime, quasiment là. C'était une cause de scandale, parce qu'il était seigneur de la petite nation aussi, donc il fallait qu'il montre l'exemple. Et donc, la manière dont il a refusé le rite catholique, mais en même temps qu'il n'était pas content de mourir, mais serein par rapport à ça, qu'il admirait la nature d'automne, pendant ces derniers jours, qui disait à ses enfants des choses. C'était très beau. Votre ouvrage, donc le premier tome, commence avant sa naissance avec la vie, entre autres, de son père. Et est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Oui, en fait, le premier tome commence avec lui, Louis-Joseph, qui voit son père être proposé comme candidat aux élections à l'Assemblée législative à Québec. C'est un fait qu'on a beaucoup oublié, premièrement que Papineau a été président de l'Assemblée législative à Québec. Beaucoup de gens savent qu'il était patriote, mais ils ne savent pas qu'il était président de l'Assemblée législative. Et à cette époque-là, être président, c'était tout à fait autre chose qu'aujourd'hui. C'était vraiment être un chef d'opinion, le porte-voix de sa nation, de la majorité des députés et de la nation qui le soutenait. Donc, le petit Papineau, le petit garçon Papineau, enfant, voit son père qui, lui, a été un des promoteurs de cette campagne d'opinion pour obtenir une législature pour le Québec en 1791 et ensuite être élu député à l'Assemblée à Québec.
un moment très important de l'histoire du Québec qui a été un peu négligé dans l'historiographie, à mon humble avis, parce que cette institution-là, l'Assemblée législative, qui a été littéralement annihilée après les rébellions par Londres, par l'Empire britannique, c'était l'institution la plus importante du Québec de cette époque-là, du Bas-Canada, et c'était le château fort des droits et libertés. Et donc, le père de Louis-Joseph, Joseph Papineau, notaire, homme d'affaires, propriétaire foncier et grand démocrate, il a littéralement montré la voie à son fils. Même chose pour sa mère, on parle rarement des femmes dans cette histoire-là, mais moi je suis allée chercher le plus possible tout ce que je pouvais glaner sur le rôle que les femmes ont pu jouer à cette époque-là et aussi leur opinion. Parce qu'on parle beaucoup des femmes comme maîtresses de maison et dévotes, mais elles avaient des opinions politiques et on les connaît très mal. Alors sa mère, à un moment donné, Louis-Joseph raconte qu'elle était contre tout absolutisme. Elle disait « le pouvoir enivre toujours ceux qui l'exercent ». Donc, il faut un contrepoids, le contrepoids de la population, le contrepoids des élections, tout le temps. Donc, c'est ça que je suis allée chercher. Donc, la vie de ses parents a vraiment tracé la voie pour Louis-Joseph vers son implication à lui, son investissement à lui, qu'il a décuplé par rapport à ce que ses parents ont fait. Donc, lui, il est devenu littéralement... Son père, je ne peux pas l'appeler un homme d'État, mais lui, Louis-Joseph, c'est ça. Donc, on va suivre sa vie de famille, ses frères et sœurs, dans quel milieu, les événements politiques, son passage au collège, comment tout ça le forme, qu'est-ce qu'il apprend de l'actualité de son pays. Parce que c'est quand même important, là, ça, je ne peux pas raconter sa vie si je ne raconte pas la destinée du Québec. Et il s'est passé tellement de choses qu'on ne sait pas. C'est fascinant, cette histoire-là. Dans les livres d'histoire, on passe bien vite par-dessus, là. Mais la Grande-Bretagne était en guerre contre la France. Le Québec était une colonie de la Grande-Bretagne. Donc, le Québec était en guerre contre la France. Et on était des descendants de Français, beaucoup en majorité. Donc, ça faisait tout un climat difficile de suspicion. Il y a eu beaucoup de répression de la part de l'État, du gouvernement exécutif, du gouverneur qui était nommé par Londres, parce que Québec était une colonie britannique. Il ne faut jamais l'oublier, ça non plus. Des fois, on a tendance à mettre ça de côté, je trouve, mais c'est super important. Donc, c'est ça. J'installe Louis-Joseph dans son histoire, dans l'actualité qu'il vit, et je le fais vivre à travers ça. Et c'est comme ça qu'on suit son cheminement vers ce qu'il va devenir, c'est-à-dire député à l'Assemblée législative en 1808 et en 1815 président de l'Assemblée législative, à Québec, où est-ce qu'il va rester jusqu'à la fin, en 1838. Oui, je voudrais souligner que vous avez vraiment une plume incroyable, vous écrivez très très bien, c'est vraiment un plaisir de savourer chaque mot, on voit qu'il y a un travail incroyable derrière, et puis aussi le travail colossal que ça a dû être de réunir toute l'information, les faits, les documents, pour pouvoir retracer la vie de Louis-Joseph Papineau. Donc, vous nous avez parlé de son enfance, du tableau dans lequel il s'est développé. Donc, à partir de son adolescence aussi, il a été là-dedans. Est-ce que vous pouvez nous parler, à partir de là, qu'est-ce qu'il a fait, comment s'est passée sa vie? Quand il est sorti du collège à Québec, avec son bac, là, son diplôme, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait, son destin relativement, pour un homme comme lui, c'était d'être avocat ou notaire ou médecin. C'était à peu près les professions qui étaient les plus accessibles pour les jeunes Canadiens d'ascendance française. Parce que tous les métiers du commerce, tous les métiers d'État, l'appareil d'État, c'était beaucoup contrôlé par les Britanniques. Et il y avait beaucoup de ségrégation raciale. Donc, c'était pas facile pour des jeunes érudits avec de l'ambition de s'insinuer là-dedans. Il y avait vraiment beaucoup... Moi, j'ai vraiment trouvé beaucoup de racisme de la part des Britanniques envers les Canadiens d'ascendance française. Donc, Louis-Joseph a choisi d'être avocat. Il a fait sa cléricature auprès d'un autre très important Canadien-français qui s'appelle Denis Benjamin Vigée, qui était son cousin, qu'on va retrouver tout au long de son parcours à Louis-Joseph,
qui avait une dizaine d'années de plus que lui, qui était là encore un très grand démocrate. C'est beaucoup chez lui, avec lui, que Louis-Joseph a peaufiné sa science de la démocratie, on pourrait dire ça comme ça. Mais à un moment donné, c'est vraiment la vie politique l'a aspiré, parce que cette vie politique-là était vraiment l'image de la vie de la société canadienne-française dans la colonie du Québec, du Bas-Canada, pleine de tensions. Avec un gouvernement exécutif. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y avait à Québec un gouvernement exécutif qui était qui s'est mis en place dès la conquête de 1760. Donc, le gouverneur, le conseil exécutif, les hauts fonctionnaires, plusieurs autres hommes importants comme ça. Bon, c'est ça. Ensuite, quand la législature s'est mise en place 30 ans plus tard, à force de pétitionner Londres, on en veut une, on en veut une, on en veut une, puis bon, finalement, ça a été accordé. C'est un miracle, hein? C'est littéralement un miracle, parce que même Londres se méfiait des Canadiens français. Donc, quand ça a été accordé, normalement, le pouvoir aurait dû être transféré en très grande partie à la législature. Donc, le pouvoir sur le budget, le pouvoir sur les décisions à prendre pour l'avenir du Québec, où est-ce qu'on met l'argent, comment on retire les impôts, qu'est-ce qu'on taxe, comment ça fonctionne. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Parce que l'exécutif, donc le gouverneur, le conseil exécutif et les hauts fonctionnaires voulaient garder le pouvoir pour eux. Et c'est ça l'essence du conflit qui a pourri le climat du Bas-Canada et qui a mené aux rébellions. C'est juste ça. Et c'est tout ça. C'est cette clique d'hommes-là, britanniques pour la plupart, mais avec l'aide d'une couple de Canadiens très bien nés, parce que notamment les aristocrates, ceux qui se targuaient d'être aristocrates d'ascendance française, ben, ils ont vraiment magouillé pour ne pas que l'Assemblée législative prenne le pouvoir qui lui revenait. Alors, l'Assemblée législative a toujours été en réclamation. Nous avons le droit de faire comme ça, c'est écrit dans la Constitution britannique, c'est ça l'usage à Londres, et nous sommes un parlement dans le droit britannique, mais on ne peut pas le faire, parce qu'on est toujours freiné, toujours même pire que ça, par la clique. Et donc, c'est ce travail-là qui a été super important et qui est aussi le vecteur des plus importantes tensions causées par la clique. C'est pas l'Assemblée législative, c'est pas les démocrates, c'est pas la population. C'est la gang qui décidait que non, elle voulait pas que les députés examinent le budget en détail. Les députés devaient voter tant d'argent pour l'année, puis pas chialer, pas mettre l'oreille là-dedans, pas en enlever, pas rien. Alors, c'est tout ça qui a été le gros travail de Louis-Joseph et des députés à l'Assemblée législative. Et c'est dans ce climat-là que Louis-Joseph a grandi. Dès sa jeunesse, sa prime jeunesse, le racisme, les tensions entre... Parce qu'il voyait son père aussi, il était proche de... Son père qui a été député, tout ça, puis proche du groupe des démocrates de Montréal et de Québec. Donc, il voyait son père qui se débattait là-dedans. Et il a pris énormément de leçons en sciences politiques, je crois, à ce moment-là. Et puis, c'est ça qui l'a aspiré vers. Il disait, je veux le bonheur de mon peuple. Le seul moyen de l'obtenir, c'est de devenir député, puis, président, ça, c'est pas lui qui l'a choisi, mais de devenir député et m'investir dans cette lutte-là pour que le Parlement à Québec exerce les pouvoirs qui lui étaient octroyés. Mais il n'a jamais pu. Le Parlement, il a toujours été en réclamation, en demande de réforme, en attente après Londres, et toutes sortes de choses encore pires que ça. Quand je parle d'un climat de tension, là, on va jusqu'aux violences électorales. Louis-Joseph aussi, puis bien du monde autour de lui, des leçons politiques, ils en ont pris lors des élections. Parce que dès le départ, dès qu'il y a eu une assemblée législative, il y a eu la violence électorale. La clique voulait des députés à sa botte. Les patriotes voulaient assurer la liberté électorale. Donc, la clique, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle corrompait les élections. Et ça, dès 1792 jusqu'à la toute fin. Et ça, le travail d'assurer une liberté électorale, ça a été un travail de tous les instants pour les patriotes. Toutes les élections, ou presque, en tout cas tout le temps, dans plusieurs comtés du Québec, étaient
plein de magouilles, avec de la violence, avec... Et donc, un homme comme Louis-Joseph, quelque part, pouvait pas faire autrement que d'être aspiré dans ce milieu-là et de vouloir le réformer, vouloir que ça aille mieux. C'est ce qu'il voulait, le bonheur de son peuple, et c'est ce à quoi il a travaillé. Donc, vous parlez de cette tension qu'il y a eu entre l'exécutif et donc le législatif, la Chambre législative. Puis ça a amené, cette tension-là a amené à la rébellion. Comment ça s'est placé tout ça, et pouvez-vous nous parler de cette rébellion? Ouais. En fait, je vous ai expliqué que donc la clique du château, qu'on l'appelle le château Saint-Louis à Québec, oui, avec le gouverneur et les hauts fonctionnaires et le conseil exécutif, ils voulaient le pouvoir. Ils voulaient conserver leur pouvoir absolu. C'est de l'absolutisme. Comment on fait ça? Comment on fait ça quand il y a une assemblée législative, en fait un parlement, qui, lui, veut le pouvoir? Ben, on réprime. On réprime. Alors, plus le temps passait, à partir de la décennie 1810, 1815, 1820, plus le temps passait, plus la clique usait de violence et de magouille pour empêcher le Parlement d'obtenir ce qu'il voulait. Et ces magouilles-là, je ne peux pas vous les décrire parce qu'il y en a trop. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus le temps passait, plus la clique devait être violente. Parce que quand on ne réussit pas, il faut augmenter le niveau de violence. Sans ça, c'est un échec. Donc, plus le temps passait, plus les moyens que la clique employait étaient brutaux, violents et criminels. Et donc, c'est comme ça que, tranquillement, pas vite, de toutes sortes de façons, avec la collusion de Londres aussi, le ministère des colonies à Londres, on n'imagine pas le réseau, le faisceau de collusion entre ce ministère, qui était vraiment l'exécutif, qui était la clique à Londres. Hein. Il y avait le Parlement à Londres, ok, mais il ne comprenait pas grand-chose, il ne faisait pas grand-chose. Le pouvoir, il était au ministère des colonies et au gouvernement, au ministère britannique, en fait, le ministère formé à Londres. Et donc, la collusion entre cette gang-là et la gang de la clique du château à Québec et à Montréal, c'était faramineux. Il y a beau avoir 1000 entre les deux, c'était quelque chose. Et donc, avec la complicité de Londres, avec la complicité de toute une gang ici au Bas-Canada, une gang qui grossissait à force d'être achetée parce qu'il y avait de l'argent là-dedans. Le patronage, la création de caisses occultes pour financer des élections, l'achat de votes, toutes sortes de choses, et puis les brutalités, bien sûr, avec les fiers à bras. Donc, c'est vraiment ce côté-là, une partie très forte de la méthode employée par la clique du château pour gagner sa cause, c'est-à-dire pour gagner sa cause, pour conserver le pouvoir, son pouvoir excessif qu'elle avait. Et il y avait d'autres méthodes aussi, c'est ça, acheter des députés, corrompre par en dessous, toutes sortes de choses là, qui étaient en jeu. Et ce qui est intéressant, c'est que Louis-Joseph était vraiment au centre de ça. Dès en tant que président, il arrivait à Québec, il essayait de concilier les visions divergentes, puis essayait de comprendre, ok, ce gouverneur-là, est-ce qu'il peut nous aider ou il est vraiment juste un despote? Est-ce que un tel, on est capable de l'amadouer? Il y avait vraiment un rôle de négociateur, de diplomate, je dirais, et qui décrit souvent dans ses lettres, il décrit pas mal. Donc, on peut aller toucher du doigt un peu ce travail-là aussi, ce rôle-là qu'il a joué. Alors, donc, à travers tous ces moyens-là, la clique essayait de contrôler. Et plus le temps passait, plus on s'en allait vers les années 30, 1830, plus c'était fort. Jusqu'à un certain paroxysme. La décennie 1830, moi je l'appelle le paroxysme de la pré-rébellion. Donc avec la rue du sang de 1832, donc l'élection partielle à Montréal-Ouest, avec la mort de 3 civils, parce que l'armée britannique a tiré sur eux. 3 civils qui étaient aucunement liés à l'élection, puis sous prétexte qu'il y avait une émeute alors qu'il n'y en avait pas. Et ça, c'est hyper documenté. On a une documentation phénoménale là-dessus. À partir de ce moment-là, les patriotes et Papineau ont compris que la clique du château était prête à tout pour ne pas que la législature
joue son rôle. Aussi simple que ça. Aussi terrible que ça. Et donc, il était prêt à tout. Et ça a continué comme ça. Les élections de 1834, générales de 1834, sont les plus violentes que j'ai vues de toutes. Même Papineau, sa famille a été menacée. C'est là qu'il y a eu toutes sortes de choses. Là, les Ultra-Tories de Montréal, c'est vraiment la gang de plus conservateurs et de plus prêts à tout pour aider les loyalistes, aussi les ultra-loyaux à la couronne. Et eux, ils étaient prêts à la violence aussi. Et c'est eux qui ont été mobilisés pour aider la clique du château à faire ce qu'elle voulait faire. Donc, les élections de 1834, très, très violentes. Ensuite, il y a l'arrivée de Gosford, qui est supposé être un conciliateur, et avec sa commission d'enquête. Mais en fait, tout ça, c'est de la frime. Donc, les patriotes sont un peu comme en attente. Est-ce que Londres va... Parce qu'il y a eu les 92 résolutions de 1834, qui est vraiment le réquisitoire ultime, dont certains historiens se sont moqués, mais je trouve ça épouvantable, parce que quand on le lit, puis quand on le met en contexte, en tout cas, moi je trouve que c'est l'expression d'une volonté populaire et de réforme tellement noble, tellement belle. Et donc, Londres avait reçu ce réquisitoire sous forme de 92 résolutions. On dénonce ce gouverneur-là, l'actuel gouverneur qui était Aylmer, qui avait fait la rue du sang. On dénonce les gouverneurs d'avant qui ont aussi fait ci, puis ci, puis ci, puis ça. Puis on veut ça, puis ça, puis ça, puis ça, pour que ça aille bien au Québec. C'est pas compliqué. C'était pas de sortir non, c'était juste que ça aille bien au Québec. Et voilà. Donc, il attendait la réponse de Londres. Et la réponse est venue à l'hiver 1837, sous la forme des résolutions Russell, qui niait tout ce que les Québécois, les Canadiens français voulaient. Et qui autorisait même le gouverneur à prendre l'argent qu'il voulait sans l'autorisation de la législature, parce qu'un des rôles de la législature, une législature, c'est d'autoriser les octrois d'argent, les budgets annuels. Et comme le paiement des fonctionnaires était une grosse part du budget annuel, ça rentrait aussi sous leur juridiction, mais ça a toujours été un sujet de très grand litige. La clique ne voulait pas que son argent, ses salaires, ses privilèges soient sous la domination de l'Assemblée législative. Donc, on se bat contre ça. Et quand les résolutions Russell arrivent, elles permettent même au gouverneur de puiser dans la caisse publique pour défrayer le budget annuel de l'État sans aucun contrôle, sans rien. Et à ce moment-là, à la suite de tout ce qui s'était passé dans les décennies précédentes, ben là, le peuple québécois est entré en résistance active. Jusque-là, il y avait déjà eu, moi j'appelle ça une résistance modérée, on pourrait dire. Mais à partir de 1937, c'est vraiment une résistance très claire qui s'apparente à la résistance que les Britanniques ont fait avant la création des États-Unis, l'indépendance des États-Unis en 1776. Donc le boycott économique, on n'achète plus les produits britanniques, mais on encourage l'industrie locale et on encourage la contrebande avec les États-Unis, tout pour vider le trésor public, pour pas qu'il y ait de taxes qui rentrent dedans, de taxes à l'importation. Et toutes sortes de choses aussi, des assemblées de comté, une espèce de gouvernement parallèle qui commençait à se mettre en place, parce qu'il y a toute une série de choses qui se passent en 1837. Une répression de l'exécutif aussi, que ça serait trop long de vous raconter, mais une répression que les patriotes connaissaient bien, mais l'exécutif réprime fait des actes de répression très clairs. Donc tout ça force le pays à aller en résistance. Et quel est pour la clique le seul moyen de gagner? C'était de faire la répression, la terreur militaire et judiciaire. Ce qui avait été essayé à plusieurs reprises pendant les années précédentes, la rue du sang, les élections, il y a eu d'autres choses qui s'est passées aussi après, dans le comté des Deux-Montagnes et ailleurs. Là, la totale est arrivée. Alors, ils ont décidé que c'était le moment qu'on écrase le peuple du Bas-Canada et aussi celui de l'Ontario, le Haut-Canada, qui était aussi dans une quête un peu du même genre de réforme. Oui, il y avait les États-Unis, comme vous dites,
C'était un peu avant, un peu en même temps le Boston Tea Party. Ça, c'était bien avant. Ça, c'était 1776. Okay. Mais les méthodes de résistance ont inspiré beaucoup les... Parce que c'était des colonies britanniques qui avaient gagné leur indépendance de l'Empire britannique. C'était pas rien, là. Non. Fait que pour les Canadiens, c'était comme un exemple très, très fort de ce qui pouvait être fait. Évidemment, il y a des grandes différences entre les deux sociétés, notamment le nombre de... Puis en plus, c'était des Britanniques, les États-Uniens. C'était pas des Canadiens français. Alors, il n'y avait pas la méfiance. En tout cas, il y a toutes sortes de raisons. Ouais. Mais il y avait quand même des méthodes de résistance que les futurs États-Unis avaient développées, comme ne pas acheter le Boston Tea Party, c'est un peu ça, ne pas acheter du thé provenant de l'importation britannique, mais produire des choses localement ou l'acheter autrement ou passer par en douce. Donc, c'est ça que les Canadiens, puis Papineau, Louis-Joseph, il croyait fort à ça. Lui, c'est ça qu'il voulait en 1937. Il disait, si on est assez solide pour faire ce boycottage économique, pour développer l'industrie locale, pour porter l'étoffe du pays, parce que c'est la grande époque de promotion de l'étoffe du pays, donc créer des manufactures, des ateliers dans le Québec pour créer nos tissus plutôt que d'acheter les tissus qui viennent de l'Angleterre. Donc, si on est assez fort pour faire ça, à un moment donné, on va être assez fort pour décider de notre destin. Et décider de notre destin, à ce moment-là, c'était organiser une assemblée constituante en 1838 pour modifier la Constitution pour qu'elle réponde mieux aux besoins du peuple canadien. Donc, faire des amendements constitutionnels, tout simplement. Et ça, la clique du château ne le voulait pas. Puis combien de temps a duré la rébellion? Puis quel a été le rôle de Louis-Joseph Papineau là-dedans? Louis-Joseph a été, comme tous les patriotes, une victime de ça. La rébellion s'est passée en plusieurs étapes, mais la première étape, ça a été à l'automne 1837. Les mandats d'arrestation pour haute trahison contre une série de 25 patriotes, dont Louis-Joseph. Mais à ce moment-là, c'était pas clair qui était la victime de ça. On savait qu'il y avait des mandats qui allaient sortir. L'arrestation pour haute trahison, c'est si t'es considéré coupable, si le verdict c'est la culpabilité, t'es automatiquement pendu, sauf s'il y a la grâce royale. Donc, c'était très dangereux. Alors, les mandats d'arrestation pour haute trahison, donc les patriotes s'enfuient, vont se cacher, vont se mettre sous la protection de leurs concitoyens à divers endroits. Saint-Denis, Saint-Charles sur le Richelieu, Saint-Benoît, Saint-Eustache, surtout du côté de Deux-Montagnes, parce que le comté des Deux-Montagnes, Rive-Nord de Montréal, était un des comtés les plus patriotes, des plus avant-gardistes, des plus vigoureux au niveau du patriotisme. Donc, ils étaient vraiment ciblés par la répression. Le Richelieu aussi. Ce qui fait que donc les patriotes vont soit dans les camps qui se constituent, soit ailleurs, se cacher. Et pendant ce temps-là, la clique du château, avec l'aide du gouvernement militaire, prépare la campagne militaire. Et celle-ci a démarré avec l'attaque sur Saint-Denis le 23 novembre 1837, qui a été une victoire, mais tout à fait par hasard. C'était pas supposé être comme ça, mais ça a donné comme pas supposé dans le sens que les forces étaient tellement différentes et les patriotes tellement peu préparés que c'était, je pense que personne chez les Britanniques, les militaires britanniques avaient envisagé qu'ils pouvaient avoir une défaite. Mais c'est ce qui s'est passé. Mais après tout ça, c'est l'armée de plus en plus renforcée, très bien équipée, avec des milliers de gens qu'on embauchait dans le Bas-Canada, d'hommes, des loyaux qui étaient salariés par l'armée britannique, qui sont venus renforcer l'armée. Ça a été la répression. C'est ça, les rébellions. Ça a été la répression ensuite. Saint-Charles, le 25 novembre 1837, et quelques semaines plus tard, Saint-Eustache et Saint-Benoît. John Colborne, le commandant-chef lui-même, qui amène 2000 soldats, une artillerie pour détruire une place forte, un équipement incroyable, jusqu'à Saint-Eustache, où il y a finalement 150 combattants qui ne voulaient pas combattre, mais qui voulaient juste protéger certaines personnes
de l'arrestation, et ça a été ça en 1937, et ça s'est répété en 1938 à une plus grande échelle, après le passage de ce cher Durham et la création de la Société des frères chasseurs aux États-Unis et en Haut-Canada, qui est SME en Bas-Canada, où est-ce que c'était une espèce de mouvement théoriquement secret, mais le commandant en chef était tellement bien informé par ses espions, il n'y avait jamais rien de secret. Et beaucoup de ses espions, c'était des prêtres, d'ailleurs, du Bas-Canada. Donc, la Société des frères chasseurs qui essayait de se constituer pour faire une espèce d'insurrection, aller délivrer le Bas-Canada de la ruine et de la terreur qui s'était passée, mais finalement, ça a été encore pire. Et cette fois-ci, dans le comté de l'Acadie, plus vers la frontière américaine, autour de Beauharnois, Châteauguay et tout ça. Et c'est ça, les rébellions. Et après, bon, puis je parle pas des emprisonnés, des gens en fuite, des exilés, tout ça, et finalement des pendus, des 12 pendus au pied du courant jusqu'à la fin 1938 et début 1839. Et pour couronner le tout, le Parlement du Bas-Canada a été aboli par Londres et remplacé par le gouvernement du Canada uni, c'est-à-dire l'Union du Québec et de l'Ontario, qui était un plan que les loyaux contemplaient depuis longtemps, mais que là, c'est arrivé à ce moment-là. Et pourquoi ils contemplaient? Quel avantage ça avait pour eux? Pour enlever le pouvoir aux Canadiens français. Aussi simple que ça. Une assemblée législative majoritairement démocrate et canadienne-française, c'était juste un trouble. Ils voulaient un pouvoir britannique. Pas compliqué. Et donc, le Canada uni, en lien avec l'Ontario, évidemment, l'Ontario avait beaucoup plus de privilèges qu'avec Bas-Canada, notamment toute la dette de l'Ontario a été absorbée par le Québec, par le budget québécois aussi. Et tout ça mis ensemble, ça fait que l'équilibre du pouvoir était plus le même. Là, il y avait plus de députés anglophones que des députés francophones. Certains patriotes ont espéré que les démocrates anglophones, il y en avait quand même, de Toronto et d'ailleurs, que ces démocrates-là s'unissent à eux pour, demander le rappel ou la modification importante du régime du Canada uni, de redonner plus de liberté, plus de démocratie. Mais finalement, ça a été l'Ontario a comme trahi, finalement. Et ça a été un pouvoir très, très britannique qui s'est installé. Et c'est ça. C'est comme ça que ça a fini les rébellions. Puis on en souffre encore aujourd'hui. Oui. Puis qu'est-ce qui s'est passé avec Papineau? Louis-Joseph, lui, donc il était à Saint-Denis juste au matin de la bataille du 23 novembre 1837. On l'a obligé à fuir parce que, pour plusieurs raisons, mais notamment que il était le meilleur négociateur. Donc on ne voulait pas qu'un négociateur se trempe les mains dans la bataille et tout. Donc il est allé chez sa sœur, qui était la seigneuresse de Saint-Hyacinthe, se cacher, en tout cas pour l'instant, il n'était pas trop caché encore parce que la région était encore patriote, mais se reposer en attendant de savoir ce qui se passait. Mais là, la bataille a été gagnée, mais après ça, il y a eu le 25, 2 jours après Saint-Charles, qui a été un massacre, et toute la région a été envahie par les forces britanniques. Et Louis-Joseph a été convoyé, disons, par différents hommes de confiance de la seigneuresse, de sa sœur, jusqu'aux États-Unis. Il a passé 1 an et demi là. Et finalement, il est parti en France en espérant que le gouvernement français puisse venir en aide aux Canadiens français. Mais c'est pas ce qui s'est passé parce que la France n'était pas ben intéressée par le sort du Bas-Canada et était beaucoup plus intéressée par ses relations commerciales avec la Grande-Bretagne, par ne pas remettre en question la fragile paix et tout ça. Et il a passé quelques années en exil en France, assez pauvre, sa famille est venue le rejoindre. Mais j'ai senti en lisant sa correspondance qu'il y avait un énorme besoin de repos. Et il était probablement un peu déprimé par tout ce qui s'était passé, en tout cas très, très magané intérieurement et dans son cœur par tout ce qui s'était passé. Donc, il a attendu beaucoup avant de revenir parce qu'il avait peur de ce qui pouvait se passer. Il est revenu en 1845. Finalement, il est redevenu député pour le Canada uni, parce qu'on l'a demandé. Lui, il ne voulait pas. Il était rendu à ce moment-là 67
la soixantaine forte, là. Et lui, ne voulait pas retourner, mais parce qu'il savait ce qu'il attendait. Comme simple député, là, pas président du tout. Mais il a été élu. Et tout ce qu'il a fait surtout, c'est dénoncer le régime du Canada uni. C'est parce que, d'après lui, ce régime-là était encore plus corrompu que ce qu'il y avait eu avant. Le patronage, le petit ministère qui était parce que c'est ça que les historiens ont vanté du Canada uni, c'est le gouvernement responsable. En fait, ce que les patriotes réclamaient depuis des décennies, là, eux autres le réclamaient, mais ils ne l'ont pas eu. Mais quand on l'a eu, quand le Canada uni l'a eu, les réformistes l'ont eu, là, c'est devenu wow, ils l'ont eu. Et puis, mais en fait, pour Louis-Joseph, c'était de la frime. Donc, puis il amène des preuves, il raconte toutes sortes de choses là-dessus. Et moi, j'ai amené ça beaucoup parce que cette partie de la documentation-là, puis de cet aspect-là de la situation, de l'histoire, a été négligé aussi par les historiens. On a beaucoup glorifié Louis-Hippolyte Lafontaine, Georges-Étienne Cartier, tout ça, et Baldwin, justement pour l'obtention du gouvernement responsable, mais il y a beaucoup plus de choses que ça. Beaucoup de corruption aussi. Et lui, il a été là au Parlement pendant pas loin d'une dizaine d'années quand même. Il a vécu l'incendie du Parlement du Canada uni à Montréal en 1849. Il était là quand il y a eu l'incendie, ce que beaucoup de gens, personne n'imagine, mais il était là. Et donc, il a vécu ça. Et lui, inlassablement, dénoncé le Canada uni. On l'a accepté. Il y en a, vous l'avez accepté, ceux qui étaient là à ce moment-là, mais c'était contre des promesses de réforme qui ne sont jamais venues. Alors, comment ça se fait que vous l'acceptez encore? Et tout ça. Et bon, finalement, il a fini sa carrière là. Tout ce temps-là, il était aussi seigneur de la Petite Nation, donc il s'est retiré à la Petite Nation et il a fini ses dernières décennies de vie en tant que seigneur de la Petite Nation. Quelle vie, quelle destinée, c'est incroyable. Merci, Madame Anne-Marie Sicotte. J'aimerais maintenant demander à Monsieur Jacques Gagnon, là, qui est aussi un passionné des patriotes, puis de toute cette période-là, de venir là, pouvoir creuser un petit peu, maintenant qu'on a la chance immense de vous avoir avec nous, de pouvoir creuser un petit peu le sujet avec nous. Ça va bien? Oui, merci. Oui, c'est ça. Moi, j'ai lu votre livre avec attention, le premier tome, et tout ça. Puis là, qu'est-ce qui ressort de ça? Je me dis, attends un petit peu, je vais regarder mes notes un petit peu. C'est ça, après toutes ces recherches et lectures sur Louis-Joseph Papineau, on comprend que c'est un personnage plus grand que nature. Il était, avec sa volonté et sa personnalité, il a œuvré beaucoup pour son peuple, comme il disait. Puis, je veux dire, après avoir vécu, on va dire, quasiment dans l'intimité de ce personnage-là, puis avoir connu, étudié à fond sa vie, son entourage, est-ce qu'il peut comme avoir un peu l'envie de porter son idéal ou Ben, son idéal de justice, oui, c'est sûr. Okay. Il y a son idéal de justice, d'équité, de démocratie, de droits égaux. Pour tout le monde. Cet idéal-là était très fort chez les patriotes et chez lui aussi. Son idéal de laïcité, qui était aussi assez fort, c'est les patriotes, ils ont fait des lois pour diminuer le pouvoir de l'Église avec un grand E majuscule, avec un E majuscule, pour pas qu'elle devienne un pouvoir dans l'État, mais pour qu'elle reste à sa place et que toutes les religions aient leur place, finalement. Okay. Ils étaient très universalistes à ce niveau-là, beaucoup de tolérance. Donc, c'est des idéaux qui sont immortels et qui devraient encore, bien sûr, nous inspirer aujourd'hui. Le Québec de cette époque-là est très méconnu. On n'imagine pas à quel point cette société-là était moderne, était avancée, mais dans le bon sens, dans le sens de justement, tout ce que je viens de vous dire, aussi la démocratie politique. Et je crois même que les droits des femmes seraient venus beaucoup plus vite au Québec si les patriotes avaient étaient restés et avaient gouverné, au lieu que ce soit les conservateurs et tout ça qui amène le reste. Donc, oui, cet idéal-là est très inspirant. J'espère que je l'avais un petit peu avant de commencer, mais c'est bien évident que de voir ça soutient tout ça. Et l'idéal aussi, bien sûr, de voir rayonner la culture québécoise, la vie québécoise, la société québécoise,
qui était... Louis-Joseph a des très beaux mots aussi sur cette société-là, sa beauté, sa richesse dans le sens humaine, ses mœurs ensemble, ses mœurs, sa sociabilité. Donc, de voir cette société-là rayonner et de prendre sa place comme toutes les nations, c'est sûr que de voir ça, ça conforte, oui, cette foi-là dans la richesse sociale et dans tous les sens de la société québécoise, qui était aussi très ouverte sur l'immigration. De toute façon, il n'y avait pas le choix. On n'a jamais le choix. Je veux dire, le monde vient, puis c'est correct. Mais juste, il faut quand même nous respecter. C'était ça leur... oui, venez, mais nos idéaux, respectez-les pour faire partie de nous. C'était ça, en fait, très résumé, là, leur philosophie, puis la philosophie de Louis-Joseph. Aussi, quand je parle de son érudition, et ça, c'est un personnage plus grand que nature, que je dis, mais moi, je lis, il avait inséré beaucoup de citations de ses écrits, de ses correspondances, puis probablement, c'est qu'il y a... On voit que les facteurs étaient très actifs entre Québec et Montréal à cette époque-là, parce que je crois... La Poste. À la Poste, mais aussi, je suis impressionné par comme le niveau littéraire et d'écriture qu'il avait atteint pour l'époque, c'est supérieur à ce qu'on voit aujourd'hui. Mais il n'était pas le seul. Il n'était pas le seul. Cette société-là était surtout la génération, je dirais, Louis-Joseph, à partir de Louis-Joseph, puis la génération d'après, ils sont allés beaucoup à l'école. Il y avait énormément de journaux pour lire, pour diffuser l'information. Ça correspondait beaucoup. Louis-Joseph, les lettres qu'il envoyait à sa famille, c'était aussi c'était familial, hein? C'était pas de vous à moi, c'était de vous à de moi à toute la famille. Et donc, c'était épistolaire, c'était vraiment... comment je dirais, une source de renseignement là, pour raconter une chronique, en fait, de ce qui se passait. Et beaucoup de monde faisait ça. C'était le moyen idéal pour témoigner de certaines choses. Donc, j'ai été vraiment surprise du niveau d'érudition, en fait, de la maîtrise qu'ils avaient de la langue française et du récit et de la transmission d'informations. Et aussi de la quantité de sources d'informations à ma disposition. J'avais beaucoup d'endroits où aller puiser pour faire cette biographie. Oui, on voit que il y a 30 pages de référents, de sources à détailler. Oui. Aussi sur le Parlement du Canada, j'imagine qu'il a été incendié. Là. Celui du Canada uni en 1849. À Montréal, par les Tories. Oui. C'était une très grande perte au niveau littéraire. Il y avait la bibliothèque du Parlement. Sur ça, on peut même pas imaginer que tout ce qu'on peut avoir été perdu sur la Nouvelle-France dans ça, je crois. Oui, je pense qu'ils ont... Puis les archives et la bibliothèque, ils ont perdu beaucoup de choses. C'est une catastrophe épouvantable, cet incendie-là. Puis imaginez-vous que ceux qui l'ont perpétré n'ont jamais été poursuivis en justice. Ce genre de truc-là, juste ça, là, c'est assez pour dire... Effrayant. Comment ça se fait? Comment ça se fait, ça? Brûler un Parlement, imaginez ça aujourd'hui. Oui. Et toutes ces richesses documentaires, puis, ne sont pas poursuivies. Ça dit tout. Donc, pour la prochaine question, je me demandais, suite à l'étude de toute cette époque-là, qui était une emprise du colonialisme sur notre société, quelles leçons qu'on peut tirer, quel regard qu'on peut avoir comme enseignement qu'on aurait pu eu hors de cette époque-là qui pourrait nous apporter aujourd'hui peut-être une vision ou une inspiration vers où on peut aller? D'après moi, il ne faut jamais oublier cet héritage colonial. On a tendance à le nier, je trouve, dans la manière dont on parle de notre histoire. On a tendance à se valoriser comme une certaine autonomie, mais on ne parle pas beaucoup de le statut colonial. Qui a été un statut très important et très fondamental pour articuler la société, le rapport entre les humains et entre le rapport politique, social, économique et tout ça. Le statut colonial nous a façonné le Québec, c'est clair. Et ce statut se perpétue depuis, sous d'autres formes. Quand on est devenu le Canada uni, en 1842, c'était encore le Canada uni sous la suggestion de l'Empire britannique. Quand on est devenu le Canada en 1867,
c'était encore sous la suggestion de l'Empire britannique. Et aujourd'hui, ben, je vous pose la question, on est rendu où si on n'est pas encore dans la suggestion en tant que sujet de l'Empire britannique? Et en quoi aujourd'hui ce lien-là, ce rapport-là influence sur notre vie actuelle? Et je crois qu'il faut se poser beaucoup plus la question que ce qu'on se la pose partout dans notre vie collective. L'autre chose, c'est que une des résultantes les plus importantes du statut colonial, c'est la création de cliques qui se tiennent au pouvoir, de cliques corrompus parce qu'ils ne peuvent pas diriger sans corrompre. Donc, de cliques corrompus au pouvoir et qu'ils y restent. Cette création de cliques dans un système colonial, c'est un facteur hyper important. Et endurant, ça a eu lieu partout, à travers toutes les colonies, françaises, britanniques, espagnoles et tout ça. Et ça a eu une énorme influence aussi sur notre vie collective. Je vous ai parlé tout à l'heure du rôle de la clique du château dans l'augmentation des tensions et dans l'histoire du Bas-Canada et comment le peuple patriote était toujours en réaction par rapport au despotisme de la clique du château. Ben, il faut se demander si ça existe encore, si ces forces-là sont encore en marche, si c'est ça. Le rapport colonial, colonie versus siège de l'Empire, est-ce qu'il existe encore aujourd'hui? Est-ce qu'à des échelles plus réduites? Comment ça fonctionne? Et cette création d'une clique despotique, il faut s'en méfier. Moi, c'est une des leçons. Il faut toujours remettre en question le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif, il y a de gros dangers là. C'est tout ce que je peux dire. C'est beaucoup. Merci. Merci.